Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera mon bilan culturel du mois d'août. Un bilan culturel que je publie à la veille de ma rentrée, personnellement, puisque je m'apprête à entamer ma troisième et dernière année de BUT Information Communication Option Journalisme à l'UT de Lannion. Si vous avez des questions, peut-être sur cette formation, j'aimerais beaucoup réaliser une foire aux questions avec une ou deux amies, une ou deux camarades de classe pour répondre à vos interrogations, en sachant que j'avais déjà réalisé durant ma première année une vidéo où je vous présentais un peu une semaine de cours, comment est-ce que ça se passait. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens là. Un bilan culturel plus calme qu'à l'accoutumée, puisque j'ai seulement 5 films à vous présenter, une série et un livre. Alors sans plus tarder, commençons par un long métrage sorti le 2 août, un long métrage que j'avais découvert en avant-première dans le cadre des séances surprises de l'AFCAE. Donc ce sont des séances, comme leur nom l'indique, surprises, où on paye son ticket, on s'assoit dans la salle de cinéma, mais on n'a aucune idée de quel film va être projeté. En l'occurrence, là, il s'agissait de On dirait la planète Mars, de Stéphane Lafleur. Dans quelques heures, nos 5 astronautes se poseront sur Mars. À vous 5. Vous êtes la réplique quasi parfaite de notre équipage. Avec votre aide, nous allons pouvoir comprendre les problèmes de leur vie quotidienne et trouver des solutions. Vous êtes notre espoir. C'est toi qui l'as vu, Jean-Marc. Non, Navla. Un équipage d'astronautes a été envoyé sur la planète Mars pour y habiter. Le problème, c'est que la mission est en péril. En effet, il y a des conflits au sein de l'équipage. Aussi, une branche canadienne de l'agence spatiale va envoyer dans une base située en plein désert 5 anonymes sélectionnés parce qu'ils auraient un profil psychologique similaire aux astronautes présents dans l'espace. Ils vont vivre dans ce désert loin de tout, vivre comme les astronautes à qui ils ressemblent, penser comme eux, être comme eux, afin d'anticiper et résoudre les conflits. Mais ici, ce n'est pas tout à fait la planète Mars, et ce ne sont pas tout à fait des astronautes. On dirait la planète Mars, c'est une comédie en huis clos, singulière de par son concept, puisqu'on est face à des personnages qui sont des monsieur et madame tout le monde, il pourrait être vous, il pourrait être moi. C'est assez amusant la banalité en fait de ces gens qui se passionnent pour les étoiles, mais qui tristement, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour se rapprocher de leurs rêves, c'est de rester sur Terre, à mimer les querelles des astronautes présents dans le ciel. Le film est porté par un humour pince sans rire, sarcastique même par moments, puisque ces personnages doivent jouer des situations auxquelles ils n'ont jamais été confrontés. En fait, tous les jours, ils reçoivent un mot écrit depuis leur double présent dans la navette spatiale, et donc avec leur état d'esprit, etc. Un état d'esprit qu'ils doivent adopter pour le reste de la journée, ce qui donne des situations comiques, puisque ce ne sont pas eux ce qu'ils ressentent, ce ne sont pas leur situation à eux, et pourtant, ils doivent se prêter au jeu. Et donc, ça donne des situations hilarantes qu'ils abordent avec un immense sérieux, à l'instar de ce membre de l'équipage qui déclare dans le plus grand des calmes être enceinte, puisque son double féminin, donc présent dans la navette, est également enceinte d'un autre membre de l'équipage. Leur base est située en plein désert, dans une grande étendue de nature, ce qui donne des décors très épurés, minimalistes même. Je pense aussi à la navette qui a un certain esthétisme vintage. Moi, ça m'a beaucoup donné l'impression d'être dans un roman de Jules Verne, vous savez, avec ce futur, mais vu depuis notre époque, à l'image des combinaisons spatiales qui semblent réellement tirées du siècle dernier, en fait. Ça donne le sentiment que c'est la science-fiction d'antan, et la manière avec laquelle on percevrait la conquête spatiale, mais depuis une autre époque. On va passer à un long métrage également sorti le 2 août, le dernier film d'un réalisateur français que j'affectionne énormément par l'absurdité de ces longs métrages portés par des concepts. Là, c'est son tout dernier qui diffère pas mal, puisque cette fois, on verse plutôt dans l'humour noir et non dans l'absurde. Il s'agit du nouveau film de Quentin Dupieux, Yannick. Et c'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Pardon. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui c'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là ça se fait pas du tout ce que vous faites en fait. Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là? En pleine représentation de la pièce Le Cocu, un mauvais théâtre de boulevard, Yannick va se lever et interrompre le spectacle pour reprendre la soirée en main.
Comme je disais, cette fois, Quentin Dupieux délaisse l'absurde pour se tourner vers l'humour noir. On ne rit pas de Yannick, mais on rit avec lui. Le réalisateur fait reposer la réussite de son film sur ses comédiens, le brillant Raphaël Quenard en tête. Je vous ai déjà parlé de cette excellente découverte qui est Raphaël Quenard dans mon précédent bilan culturel, où je vous évoquais son premier rôle dans le film Cash et où je vous parlais de l'acteur et de son impressionnante ascension ces derniers mois au cinéma. Moi, c'est sincèrement l'une des plus belles découvertes de l'année sur le plan culturel. Et il brille dans Yannick et ça permet encore à un nouveau public de le découvrir. Alors, n'hésitez pas, sa performance en vaut la peine. Il trouve un rôle plein de sensibilité, un rôle, comment dire, inattendu, dans le sens imprévisible. Voilà, un rôle imprévisible, on ne sait jamais ce qu'il va faire à l'avance. Et c'est vrai que cette crainte, mais en même temps cet attachement qu'on a vis-à-vis de lui, parce que Yannick reste touchant dans un certain sens. Face à lui, Blanche Gardin et Pio Marmaille excellent à jouer faux dans la peau de ces mauvais comédiens de boulevard. Yannick, c'est une œuvre courte, 1h07 au compteur, rythmée par un montage saccadé à base de plans serrés sur le visage des acteurs. Yannick, représentation de la classe ouvrière, qui trime toute la semaine pour s'octroyer un seul plaisir, celui de se fondre dans la masse d'une salle de spectacle et de mettre de côté son quotidien le temps d'une soirée. Il lui a fallu déclarer un jour de repos, il lui a fallu faire plus d'une 40aine de minutes de trajet depuis la banlieue où il réside. Alors, il mérite un peu de respect, pas vrai? Pas ce mépris de classe dont font preuve les comédiens, le Saint-Jean, lui et son phrasé, dès qu'il a le dos tourné. Extrêmement déçu, cependant, par l'ultime plan du film, qui, à mes yeux, sonne comme un retour brutal à la réalité, là où Quentin Dupieux nous avait laissé croire que, qu'une revanche pour les parias en fait était possible, aussi douteux soit le moyen pour l'initier. On va parler d'un film sorti le 2 août également, un film de Japanimation cette fois qui appartient à une grande saga à succès dont l'animé contient plus de 1000 épisodes, qui continue encore de fonctionner et ce après 30 années d'existence, qui au Japon est l'équivalent de Sherlock Holmes par exemple ou d'Arsène Lupin pour nous en France. C'est le petit mais non moins brillant Détective Conan qui revient dans un nouveau film, Détective Conan, le sous-marin noir. Reprenons les bases. Conan Edogawa est un brillant détective, bien qu'il soit encore à l'école primaire. En fait, il y a de cela plusieurs années, le garçon qui était alors lycéen a assisté à un crime, il me semble, perpétré par l'organisation des Hommes en Noir. Alors, voulant effacer toute preuve, l'organisation a forcé Conan à avaler un poison qui, au lieu de le tuer, l'a transformé en enfant. Donc tout en veillant à ce que le secret de sa nouvelle identité soit préservé, afin que l'organisation des Hommes en Noir ne retrouve pas sa trace, Conan mène des enquêtes sur des affaires ténébreuses. Et donc, dans Détective Conan, le sous-marin noir, le film prend place au sein de la Bouée du Pacifique, qui est une installation en haute mer reliant les caméras de sécurité des forces de l'ordre du monde entier. Inquiet, Conan s'y faufile et découvre qu'une ingénieure y a été kidnappée. Vous en doutez, par l'organisation des Hommes en Noir. Tous les ans, le jeune détective revient sur nos écrans de cinéma pour une nouvelle aventure. Alors, si le nombre de films frôle la trentaine, c'est la 3e fois seulement qu'un film Détective Conan est distribué en France. Et malgré leur succès retentissant au Japon, ces histoires d'espionnage ne semblent pas trouver leur public en France, si bien que le distributeur Eurozoom songe à cesser la licence si ce 3e opus ne rencontre pas le succès escompté. Une déception pour une saga qui tente de se renouveler, afin de ne pas perdre en fait l'adhésion des fans de la première heure, en sachant que il entend aussi rallier un nouveau public. Je dis ça parce que moi, c'était ma première incursion dans l'univers des Détective Conan. Je savais évidemment que c'était un détective qui avait été transformé en enfant, etc. Mais ma connaissance de l'univers s'arrêtait à là. Aussi, le film reprend tout à zéro lors d'une séquence d'introduction particulièrement dense, il faut l'avouer, surtout lorsqu'il s'agit d'une première approche avec l'univers de Conan. Puisque cette introduction, elle ne se contente pas de poser les bases de l'univers, mais de présenter aussi tous les personnages
qui vont participer d'une façon ou d'une autre à l'intrigue, et ce malgré la part infime que certains occuperont dans le récit. De ce que j'ai entendu, le film joue la carte de la fraîcheur puisque il bascule du côté du polar d'espionnage, un genre peu exploité apparemment jusqu'à présent par l'œuvre Détective Conan, et moi je peux m'empêcher d'y voir un certain problème puisque en s'inscrivant dans une série à la telle longévité, 30 ans, hein, enfin Détective Conan fêtera ses 30 ans l'an prochain. Le fait de s'inscrire dans une série à la telle longévité, ça empêche les écarts. Parce que la recette, elle demeure programmatique, sans parvenir à créer suffisamment d'enjeux autour des personnages principaux. Parce qu'on sait que ils interviendront dans les futurs films, qu'on va les retrouver dans la série, et par conséquent, c'est compliqué de s'écarter en fait des choses qui sont canons, comme on dit. Canons sont des choses qui s'inscrivent, ce sont des éléments qui s'inscrivent dans l'univers, des développements de personnages qui s'inscrivent dans l'univers et dont on ne peut s'écarter. Et pour un film qui se situe dans ce dit univers, c'est complexe en fait de faire des écarts ou bien même de proposer des développements un peu différents concernant un personnage ou un autre. Cependant, c'est Yuzuru Tachikawa qui est à la tête de ce long métrage et qui offre quelques moments de dramatisme inattendus pour le coup, qui pourraient bien bouleverser l'histoire et les sentiments de nos personnages. Je fais référence à la relation entre Conan et Ai Aibara qu'on a pu voir déjà là dans les bandes annonces. Avant-dernier long métrage dont j'ai envie de vous parler, et on retrouve un réalisateur espagnol pour le moins populaire, qui revient pour une œuvre très courte, un western queer porté par Pedro Pascal et Ethan Hawke. Il s'agit de Strange Way of Life de Pedro Almodóvar. Years ago, you asked me what two men could do living together on a ranch. I'll answer you now. Sylva traverse le désert à cheval pour retrouver Jake, qu'il a connu il y a de cela 25 ans lorsqu'ils étaient tous les deux tueurs à gages. Sylva souhaite renouer avec son ami d'enfance, désormais shérif, mais ces retrouvailles ne sont pas sa seule motivation. Ethan Hawke et Pedro Pascal, deux icônes de virilité dans un western queer, voilà à quoi ressemblent mes rêves les plus farfelus, et Pedro Almodóvar l'a fait. Avec une durée de 31 minutes, Strange Way of Life reprend les codes maintes fois utilisés de ce genre et y injecte une bonne dose de sensualité pour évoquer le désir entre deux hommes. Dans cet univers propice à la violence, la douceur de l'intime ne semble pas avoir sa place. Et pourtant, la caméra se place au plus près des corps, à l'image des nombreux plans sur le postérieur de Pedro Pascal. Merci. Filmé sous toutes les coutures, ou de cette orgie où la boisson coule à flot, trempant jusqu'aux chemises des versions plus jeunes de nos héros. Almodóvar saisit l'informalité de cette passion, tant dans son caractère détonnant que dans la place qu'occupent les non-dits. Au jeu des regards énamourés, Ethan Hawke et Pedro Pascal se révèlent plein de surprises. Un point à ne pas négliger, c'est que le court-métrage est financé par Yves Saint Laurent. La contrepartie semble évidente, enfiler l'événement de la marque. Alors Almodóvar s'amuse donc à composer des tenues d'époque avec ses vêtements anachroniques, et à lui seul, le blouson vert porté par Pedro Pascal a de quoi devenir culte. Autant vous dire qu'en sortant de la salle, l'avis est unanime, vite, on veut une version longue, non censurée. Enfin, dernier long métrage, et pas des moindres, sorti le 23 août. J'ai déjà consacré une vidéo, si vous voulez connaître mon avis dessus de façon bien plus détaillée. Il s'agit de la Palme d'Or du dernier festival de Cannes, Anatomie d'une chute, de Justine Triet. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point. Sandra et Samuel vivent avec leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, au sein d'un chalet à la montagne, loin de tout, depuis bientôt 1 an. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied du chalet. Une enquête pour mort suspecte est ouverte et Sandra est inculpée malgré le doute. Suicide ou homicide? 1 an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.
Anatomie d'une chute, c'est un film de procès pour le moins complet, puisque l'affaire est retracée dans son intégralité à travers un point de vue externe. On a l'aube du drame, l'enquête policière, ou la moindre erreur, quand bien même il s'agit d'une omission, peut transformer quiconque en suspect. Mais on a aussi les joutes verbales menées au procès, surtout dominées par le procureur, il faut se l'avouer, puis une conclusion, celle apportée par le tribunal. Que s'est-il produit ce jour-là? Nous n'en saurons rien. Le spectateur est, comme les jurés, contraint de se baser uniquement sur les témoignages qu'il entend au tribunal. Même la reconstitution des faits sème le trouble, jonché d'interrogations en suspens. Sandra Hüller incarne une femme faussement transparente, pleine de mystères. Si elle se prête volontiers au jeu de l'échange, sa pensée reste insondable. Au cours du procès, elle voit sa vie passer au crible, y compris sa sexualité. Parce que Anatomie d'une chute, c'est l'histoire d'une déchéance. La chute, annoncée dans le titre, celle que le film s'apprête à disséquer, elle est plurielle, elle est triple, plus exactement. C'est d'abord la chute du mari, depuis le toit, puisque au cours de l'enquête, l'événement va être disséqué point par point pour comprendre ce qu'il s'est passé exactement ce jour-là. Anatomie d'une chute, c'est la chute d'une femme, aussi, jetée en pâture sur la scène publique. Et enfin, c'est la chute d'un couple, d'une relation amoureuse qui se détériore. Justine Triet, dans son film, donne à voir la passion qui faiblit, noyée dans le quotidien. La passion, c'est aussi au cœur du programme dont je m'apprête à vous parler. Une série qui fait partie de mes préférées, vraiment, qui est dans mon palmarès de mes séries favorites depuis que j'ai découverte. C'était en 2020. Voilà, alors à la base, c'est une série qui ne devait comporter qu'une seule saison, basée sur un roman, mais finalement, vu de son succès, il a été décidé de la prolonger sur une seconde saison, en sachant que si cette seconde saison est un succès, il y a une ouverture possible vers une troisième, à voir en tout cas la réception du public. C'est la série Good Omens, donc la saison 2 sortie sur Amazon Prime à la fin du mois de juillet. Brilliant. There's something urgent that I need to talk to you about. Oh, and of course, his assistant. Hi there. Ah, Gabriel! What's he doing here? I don't know. What's happened to him? I don't know. Why did you come to my shop? You know what it's like when you don't know anything at all, and yet you're totally certain that everything would be better if you were just near one particular person? No, certainly not. La première saison, sortie en 2019, adaptait le roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett, donc du même nom, Good Omens. Ça c'est la version anglaise, mais en France il me semble que c'est de bons présages. Et donc, un roman écrit par Neil Gaiman et le regretté Terry Pratchett, dans lequel nous faisons la connaissance de l'ange Aziraphale et du démon Crowley, qui ont pris goût à la vie sur Terre, mais qui doivent unir leurs forces pour empêcher l'apocalypse. Le problème, c'est qu'ils ont perdu l'Antéchrist, un garçon de 11 ans qui vit sur Terre, qui est supposé déclencher la fin du monde. La seconde saison propose une histoire inédite, se servant des pistes évoquées par Neil Gaiman et Terry Pratchett avant le décès de ce dernier. Cette fois, Aziraphale voit débarquer l'archange Gabriel, amnésique, au sein de sa librairie. Et pour résoudre le problème, va bien entendu faire appel à son ami Crowley. Good Omens, c'est une série au ton décalé, truffée de références bibliques, vous l'avez entendu au simple résumé que je vous ai fait de la série, et ce ton aussi atypique est évidemment dû à l'humour spécifique des Britanniques. Je suis une grande friande personnellement de l'humour britannique, alors je raffole évidemment des vannes faites dans cette série. Mais je suis aussi friande des œuvres de Neil Gaiman de façon générale, qui occupent une grande place dans les adaptations qui sont faites de ses récits. Il aime garder la main mise sur la direction artistique, et ça se sent tant dans le scénario que dans les choix artistiques. Ce qui fait que les adaptations des œuvres de Neil Gaiman, on est rarement déçus parce qu'on sent vraiment l'investissement et la volonté d'être fidèle au support original. Ce qui fait qu'on a des adaptations aussi excellentes que Good Omens, que Coraline, ou bien encore The Sandman, qui, de mon côté, figurait parmi mes coups de cœur de l'année 2022. 2022, oui. Neil Gaiman, c'est un auteur qui, des années 90, appelait à la diversité au sein de la fantasy, ce qui en faisait un précurseur, Et donc, dans Good Omens, personne ne sera surpris que Dieu soit une femme, ou bien qu'Adam et Ève soient noirs. Et dans cette volonté de diversité, vous voyez aussi peut-être où est-ce que je veux en venir, c'est que d'emblée, de toute manière, dès la première saison, il y avait cette idée qui disait qu'il pourrait y avoir plus éventuellement entre Aziraphale et Crowley. La série en jouait, clairement en insistant sur cette affinité entre les deux personnages. Et sans trop vous en dire, cette seconde saison franchit un pas supplémentaire dans cette relation, voire s'immerge totalement là-dedans,
pour notre plus grand plaisir. Mais évidemment, ça ne fonctionnerait pas aussi bien sans la dynamique entre les deux acteurs principaux, Michael Sheen et David Tennant, qui aiment jouer ensemble, et ça se voit. D'autant que leurs sentiments passent par des mimiques faciales accentuées, et c'est assez hilarant lorsque l'un ou l'autre parle de constater le visage de l'autre, soit en arrière-plan, soit face à lui. Leurs interactions sont toujours jouissives. Et pour amplifier ça, le récit est ponctué de scènes du passé où Aziraphale et Crowley tentent de résoudre des problèmes impliquant des humains. Par exemple, cette saison, on a donc un épisode tiré de ce fameux mythe biblique de Job qui voit sa foi mise à l'épreuve avec la permission de Dieu, donc une fois mise à l'épreuve par Satan, qui va tuer ses enfants, qui va tuer ses chèvres aussi. Et donc tous ces flashbacks en fait impliquent des costumes, notamment des coupes excentriques pour Crowley, mais ce sont surtout des moments qui donnent à voir la relation entre nos deux personnages. Et à nouveau, parfaite transition, parce qu'on va parler d'une des relations les plus passionnantes de la littérature, je trouve, les plus passionnantes en tout cas en ce qui concerne le genre du thriller. Je parle de la relation qui lie Clarice Starling et Hannibal Lecter dans la célèbre œuvre de Thomas Harris, Le silence des agneaux. J'ai récupéré mon exemplaire, une œuvre donc dans laquelle on suit Clarice Starling, jeune et brillante étudiante à l'académie du FBI. Alors avec de telles compétences, elle va être approchée pour appréhender un tueur en série qui découpe une partie de la peau de ses victimes, exclusivement féminines. Pour ce faire, elle doit approcher le criminel Hannibal Lecter, ancien psychiatre condamné à perpétuité pour acte de cannibalisme, afin d'obtenir des informations. Mais Hannibal, lui, semble bien plus intéressé par la jeune femme que par le serial killer. Il y a presque 3 ans, je me faisais la tétralogie ciné consacrée à Hannibal Lecter. Une tétralogie qui est inspirée bien évidemment des romans écrits par Thomas Harris. Donc on a Le silence des agneaux, on a Hannibal, on a Dragon rouge et enfin on a Hannibal Rising, Les origines du mal en français. Et donc après avoir vu ce film culte, Le silence des agneaux en premier, j'avais voulu poursuivre ma découverte de ce personnage aussi fascinant qu'est le Dr Lecter, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui impressionne par son charisme, par son élégance, par son caractère manipulateur aussi, et la relation qui le noue à Clarice Starling est passionnante à suivre, d'autant que dans Le silence des agneaux, il a très peu de chapitres, on le voit peu, mais sa présence est là. Par ailleurs, il est assez amusant d'ailleurs de constater que le résumé en 4e de couverture le met en avant. C'est-à-dire que la première page du résumé il s'appelle Hannibal Lecter. On ne commence même pas sur Clarice Starling, c'est vraiment par lui que ça s'ouvre. Le roman adopte un point de vue à la 3e personne, un point de vue omniscient en l'occurrence, puisqu'on voit tout, y compris les pensées des personnages. Alors bien sûr, on passe la majorité de l'histoire aux côtés de Clarice, qui reste notre protagoniste, mais on va aussi faire un tour du côté de Jack Crawford, qui est le chef du département des sciences du comportement au FBI, aux côtés du tueur aussi, et même de Hannibal Lecter, dans une poignée de chapitres, comme je disais, il est peu présent, mais ce sont des chapitres absolument délicieux à suivre, qui donnent à voir tout le génie assez terrifiant de cet homme. Il y a aussi un soin qui est porté à la restitution de la psyché des personnages, jusqu'au plus tordu. Ce que je veux dire par là, c'est que ça adopte vraiment un ton similaire aux personnages, en fait, la façon à laquelle est-ce que eux pourraient réfléchir réellement, c'est assez terrifiant, notamment dans les points de vue en fait du tueur, puisque lui qualifie les jeunes femmes qu'il kidnappe de choses. Il les appelle rarement par leur nom, parce qu'en fait pour lui ce sont simplement des créatures qu'il va tuer par la suite. Aussi dans ces chapitres, les captives sont désignées comme des choses. Là où évidemment dans le chapitre de Clarice, elles vont être qualifiées par leur prénom. On a une écriture saccadée dans les scènes d'action, où les phrases se résument à des actions, clairement, à des actions à réaliser, semblables à des instructions un peu qu'on donnerait à Clarice et qu'il faut absolument qu'elle applique. Ces mêmes phrases qui sont aussi parfois présentées sous la forme de questions, à choix pluriel, pour montrer le choix rapide et pourtant essentiel que Clarice doit faire dans l'instantané, puisqu'il y a des vies en jeu. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça commence à se couvrir dehors, donc il était temps d'arrêter. Je vois la luminosité qui baisse au fur et à mesure. Il est que 17h, mais ouais, comme quoi l'automne est presque déjà là. En tout cas, je souhaite une excellente rentrée pour ceux qui débutent la semaine prochaine ou pour ceux qui reprennent la route du travail d'ici quelques jours. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.